bonne littérature. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. La question du coronavirus et ce rôle des médias, on l'a évoqué sur cette question de la délinquance, le rôle que jouent les médias dans la mise en lumière de certains faits et pas d'autres, ou dans certaines périodes. Et justement, sur ce lien entre médias et coronavirus, vous avez fait paraître le 15 juillet un article pour le club de Mediapart. Il est là, article formidable, je vous invite, chers spectateurs, à le lire. Bien sûr, tout ça sera en source. Vous connaissez la maison. Là, on est entre gens sérieux. Tout ça sera en source. Et ce document, cet article, vous l'avez intitulé « La crise sanitaire a révélé l'inquiétant déclin du journalisme ». Alors, bien sûr, nos spectateurs le liront, mais dans les grandes lignes, quel est votre ressenti, votre message, votre pensée par rapport à ce lien entre médias et coronavirus depuis le début de l'année 2020, sur cette période que nous avons traversée, que nous traversons encore? Ouais. J'ai envie de dire, il faut partir des constats que tout le monde peut faire, en réalité. Le premier constat qui est que, à peu près quel que soit le grand média que vous regardez, concrètement, vous zappez d'une chaîne de télévision à une autre, vous passez d'une grande chaîne de radio à une autre, ou d'un quotidien à un autre, la première chose qui devrait en fait nous étonner, c'est que vous lisez, ou vous écoutez, ou vous voyez à peu près exactement la même chose. Ok? Ça, c'est le premier constat. Et c'est l'uniformité générale de l'information. Et c'est une première chose qui devrait nous poser un petit souci. Quand tout le monde dit et pense la même chose, en démocratie, ça devrait plutôt inquiéter, de mon point de vue. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de débat. Deuxième chose que je constate, c'est que ce discours qui est grosso modo le même partout, ces informations qui sont les mêmes partout, ces chiffres qui sont les mêmes partout, sont les chiffres, les discours, les interprétations qui sont celles du gouvernement français. Et ça, c'est une deuxième chose qui devrait un petit peu quand même nous poser question, voire nous inquiéter en démocratie. Le fait que je répète, donc les médias, disent tous la même chose, 2, la chose qu'ils disent, c'est grosso modo le discours du gouvernement. Voilà, ce sont mes 2 points de départ, et rien que ça, je répète, en fait, c'est très inquiétant pour une démocratie, là encore. Et ça mérite qu'on se penche un petit peu, qu'on rentre un peu dans le détail. Alors c'est ce que j'ai fait en étant évidemment d'autant mieux placé pour le faire que je l'ai vécu de l'intérieur en partie, cette histoire-là. Non pas que je sois journaliste, mais que, travaillant depuis mars 2020 sur la gestion politico-sanitaire de la crise, et fréquentant les journalistes depuis cette époque-là, j'ai vu de l'intérieur ce qui se passait. J'ai été interviewé à plusieurs reprises, j'ai été pas interviewé, j'ai été censuré, j'ai été critiqué, j'ai machin, et à chaque fois, avec derrière des coups de téléphone, des mails, etc., qui révèlent en partie comment ça se joue, comment les choses se fabriquent en fait derrière, ce qu'on voit pas derrière on voit que le produit final. Et quand on lit un article, on ne sait pas comment il a été fabriqué, on ne sait pas qui a été pris, qui a été écarté, on ne sait pas les éventuelles bagarres qu'il y a pu y avoir derrière, etc. Bon, voilà, on voit qu'un résultat final. Donc moi j'ai en partie vu ça, moi, et puis quand je dis moi, c'est toute une équipe en fait, puisque depuis mars 2020, sur l'histoire coronavirus, en fait, j'ai publié déjà sur mon blog de Mediapart une trentaine de collègues universitaires et de médecins. Donc c'est toute une équipe en fait informelle qui travaille sur ces choses-là. Voilà. Alors quand on regarde de l'intérieur, ce qui est frappant, c'est que non seulement ça confirme ce que les 2 constats de base que j'ai dit pouvaient déjà susciter comme réflexion, mais quand on est de l'intérieur, on constate une troisième chose qui est frappante, qui sont les phénomènes de censure. C'est-à-dire que, et pour cause que vous lisez partout la même chose, parce que l'information différente est censurée. Ce qui est un troisième gros problème dans une démocratie, la censure, quand même. Et là aussi, c'est un marqueur, normalement, de la différence entre les régimes politiques. Et c'est pas pour rien, il me semble, qu'on se retrouve aujourd'hui sur votre chaîne. C'est pour parler de ces enjeux-là. Votre chaîne, elle se veut quelque chose qui parle de la démocratie, si j'ai bien compris. Voilà. Tout à fait. Et j'en profite sans flagornerie pour vous en remercier, vous en féliciter. Voilà. C'est tout à fait essentiel. Et la démocratie, je répète, c'est la transparence, c'est le contradictoire,
c'est la pluralité, c'est tout sauf la pensée unique. La pensée unique, c'est la dictature. Alors, donc ça sont les constats. Alors maintenant, comment expliquer ça? Ce que je propose dans cet article, qui est effectivement long, nourri, extrêmement sourcé, c'est de comprendre que comme sur ce sujet-là, comme sur d'autres, la crise sanitaire n'a rien inventé. C'est comme un miroir grossissant, hein, elle a exacerbé, elle a révélé des tendances qui existaient déjà. Ce qui se passait à l'hôpital, c'est pas nouveau, mais ça a fait révéler encore plus, etc. Bon. Le fait qu'on soit sous-équipé parce comme je l'ai dit dans la précédente émission, pour la justice, parce qu'on maltraite le service public hospitalier, le fait qu'il y ait des services de réanimation qui soient saturés, ça arrive en fait chaque année à tous les hivers, hein, toutes les époques où il y a en particulier les pics de maladies infectieuses, etc. Bon, voilà, donc il y a des choses qui comme ça sont en fait structurelles. Alors du côté des journalistes, ce qui est très frappant, c'est évidemment les phénomènes. Première chose, le fait que les journalistes, évidemment, les entreprises de presse sont dépendantes, évidemment, de leurs finances avant toute chose. Elles sont menées et dépendantes de ça. Ce sont des organisations à but lucratif, hein, ce ne sont pas des associations humanitaires. Donc, la question de qui en est propriétaire et qui les aide financièrement est essentielle. Donc, je rappelle ces grands phénomènes de concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires. Et je rappelle, deuxième chose, la dépendance qui s'est considérablement renforcée ces dernières années des entreprises de presse, en particulier de la presse écrite, vis-à-vis du pouvoir exécutif, qui en fait subventionne chaque année. Il faut le savoir. Il faut savoir que des journaux comme L'Humanité, Libération, La Croix, etc., auraient probablement, et des journaux en presse quotidienne régionale auraient disparu depuis plusieurs années s'ils n'étaient pas subventionnés par l'État, qui leur donne chaque année à chacun d'entre eux des millions d'euros, chaque année. Bon. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Parce que quand même, la question de savoir, dis-moi qui te paye, permet généralement, en partie plus ou moins grande, de comprendre ce que tu dis. Et c'est bien logique et bien humain. Hein, voilà. Donc ça, c'est un premier phénomène important à savoir, hein, le manque de la dépendance financière des entreprises de presse, hein, qui sont pas dépendantes simplement de leurs lecteurs. Voilà, il y a très peu, hein, de médias qui peuvent se vanter de ça. Mediapart se dit que c'est depuis des années, bon, etc., parce qu'il a trouvé une formule économique particulière, mais l'immense majorité, en fait, du reste des médias sont dépendants. Deuxième chose très importante à mes yeux que je montre dans cet article, c'est comment au fil des ans, pour ces raisons évidemment notamment financières, a disparu en France le journalisme d'investigation. Il a disparu, ce qui est aussi un drame pour la démocratie, évidemment. Parce qu'avec la disparition du journalisme d'investigation, c'est la disparition du journalisme comme contre-pouvoir en démocratie. Il y a plusieurs contre-pouvoirs. Hein. Le premier, c'est la séparation exécutive, du législatif, etc. Il y a la justice, bien sûr, mais il y a aussi les médias, hein, en théorie. Bon, ce qu'on a appelé longtemps, souvent, le quatrième contre-pouvoir. Ben non, c'est fini. Bon, il y a bien longtemps que bon, bref, on va pas rentrer dans l'histoire bien connue des moments où les journalistes ont soulevé de vrais scandales d'État et ont pu faire tomber même des gouvernements ou aux États-Unis, un président de la République, etc. Disparition du journalisme d'investigation au profit, en réalité, de quoi? Au profit d'abord de statut d'emploi très précarisé. Hein. Derrière le journalisme d'investigation, il y avait le statut de reporter ou grand reporter. Donc aujourd'hui, on a affaire au contraire à des formes d'emploi de plus en plus précaires, des gens qui sont en CDD, des gens qui sont des pigistes, et à qui on demande de travailler de plus en plus rapidement, hein, de faire des sujets en une demi-journée, etc., hein, sur de l'hyper-actualité, à laquelle ils ne connaissent rien, pour lesquels ils paraphrasent des dépêches AFP le plus souvent. Et pour cacher, je dirais, l'évolution globale très inquiétante de cette profession, et pour cacher cette perte de qualité, en fait, parce qu'en termes de qualité, c'est une perte constante et très très forte, pour cacher ça, eh bien, les entreprises médiatiques ont trouvé une parade qui est en fait une façon de faire semblant de sauver la baraque, au fond, hein, qui est le fact-checking. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis 20 ans, évidemment, c'est l'arrivée d'Internet, qui a joué un rôle majeur pour transformer les médias, qui ont maintenant tous, non seulement ont tous évidemment des interfaces en ligne, mais pour certains d'entre eux sont devenus même principalement des médias
en ligne, en réalité, hein, de Libération par exemple. Et au sein de ces médias en ligne, eh bien, ils ont recruté au fil des ans des journalistes qui viennent de l'informatique, en fait, hein, et qui sont arrivés là, qui ont monté, en fait, dans la hiérarchie des médias parce qu'ils touchent leur bille en informatique, tout simplement, qui sont capables de faire des belles infographies, tout ça, voilà, de chercher des contenus rapidement, tout ça. Alors qu'ils n'ont pas plus de compétences, évidemment, du tout que les autres, et même beaucoup moins, puisque eux se permettent de parler de tout, là où autrefois, le rubricard, dans un média, était quelqu'un qui avait quand même une expérience depuis des années sur un sujet. Hein. Le type qui rubriquait police-justice depuis 20 ans, je peux vous dire qu'il connaissait pas mal les questions de police-justice. Hein. Excusez-moi l'expression familière, la personne, hein, homme ou femme, qui tenait la rubrique santé dans un journal depuis 10 ans, il y avait quand même acquis un certain nombre de notions médicales. Voilà. Et là, on voit arriver des gens qui ne savent rien sur rien, mais qui parlent de tout et qui s'improvisent en quelques semaines spécialistes de ceci, de cela, et qui prétendent, sans aucune investigation, dire le vrai du faux sur tous les sujets. Si on s'arrête juste 2 secondes là-dessus, c'est quand même assez incroyable. C'est assez hallucinant même. Donc je récapitule, on ne fait plus d'enquête, on n'a pas le temps, ça coûte trop cher, machin bidule, mais on crée des rubriques qui vous disent on va vous expliquer la vérité sur tous les sujets. Waouh. J'en ris parce que moi je trouve que c'est une blague en fait. Hein. C'est une mauvaise blague en fait. Hein. Voilà. Bon. Donc ça c'est un élément majeur et je pense que cette espèce de petite prise de pouvoir des fact-checkers de plus en plus importante en fait hein, dans quantité de médias est un vrai problème hein, que certains autres journalistes ressentent hein, d'ailleurs hein, quand on parle en privé avec eux certains sont capables d'en parler très librement hein, bon voilà mais c'est un vrai souci et on voit bien que la tendance qui va de plus en plus vers ça c'est-à-dire des contenus en fait qui sont tous les mêmes partout parce que c'est du commentaire, de la paraphrase de dépêche AFP du moment que des pigistes ont fait vite fait. C'est pour ça que vous pouvez cliquer sur Internet, vous lisez le même article 30 fois. Voilà, exactement le même article 30 fois, les mêmes chiffres, les mêmes machins. Il y a juste éventuellement, allez, bon, l'expert sollicité par Le Monde pour mettre un petit verbatim de 3 lignes n'est pas celui qui a mis Le Point, qui n'est pas celui qui a mis Le Figaro. Mais à part ça, c'est la même structure, c'est le même message, c'est les mêmes chiffres, c'est la même source, c'est le même truc partout. Voilà, absolument partout. Et puis, à côté de ça, vous avez en plus donc les fact-checkers qui au départ en fait étaient des gens qui devaient juste vérifier la véracité des discours des hommes politiques. C'est ça au départ le fact-checking en fait. Hein. C'est de vérifier les bobards des politiciens en campagne électorale. Hein. Ça vous parle, monsieur Rémy, ça? Eh ben, au départ, c'était ça. Sauf qu'au fil du temps, les gars et les filles, c'est surtout des gars d'ailleurs, ils se sont crus capables et habilités à faire ça sur tout et n'importe quoi. Donc, et là, depuis l'épidémie, mais c'est juste hallucinant. Comment ils ont pris le dessus même sur les gens qui étaient censés être les spécialistes santé dans tous les médias suffisamment importants pour pouvoir se payer des spécialistes par rubrique. Mais ils ont pris le dessus, et donc c'est eux qui tiennent la dragée haute à tout ça et qui donnent le là. Bon. Et comme par hasard, cela, eh ben, ce contenu donc est une caricature de conformisme et de soumission au discours du gouvernement. Pourquoi? Ben parce que les sources, évidemment, quand on va très vite pour parler de quelque chose, on prend les sources les plus communes. Quand on fait semblant de ne pas savoir qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs dans le monde médical, on prend l'avis de n'importe qui, de préférence celui qui dit la même chose que machin. Ben, voilà, on construit de briques et de brocs des choses en ayant perdu ce qui était quand même la base de la déontologie du journalisme, hein, qui est de respecter la pluralité, qui est de mettre en place le contradictoire, hein, qui est de ne jamais confondre le journalisme avec la propagande, pour prendre les termes précis de la déclaration de Munich, grand moment de déontologie du journalisme il y a 50 ans, en 1971. Hein. Je veux dire, le prix le plus prestigieux chez les journalistes, c'est le prix Albert Londres, un grand reporter qui a révélé au monde des choses cachées parce qu'il allait même sur les théâtres de guerre, etc. Et aujourd'hui, le journalisme, c'est des gens qui ne décollent pas les fesses de leur siège dans leur bureau, qui écrivent des articles uniquement devant leur ordinateur et avec leur téléphone portable, en parlant de lieux où ils n'ont jamais mis les pieds et de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées de leur vie. Est-ce que c'est normal, ça? C'est une autre façon, peut-être trop simple, hein, je ne sais pas, mais de poser la question que je pose dans mon article. Est-ce que c'est crédible d'écrire des articles, je répète, sur des lieux où on n'a jamais mis les pieds de sa vie et sur des gens qu'on n'a jamais rencontrés de sa vie? Voilà.
Et c'est vrai sur tous les sujets. Alors, je l'exemplifie avec la polémique sur l'IHU de Marseille, notamment dans cet article, mais c'est vrai pour tout, en fait. C'est juste l'application ici, et pendant la crise, encore une fois, des tendances qui sont mises en place depuis plusieurs années. Et donc, je termine cette présentation générale, mais après, vous me direz ce que vous voulez qu'on creuse, mais je termine ce propos général en disant que un dernier problème s'est surajouté, une dernière dimension s'est surajoutée à tout ça, c'est l'importance croissante des géants du numérique. On parlait tout à l'heure du financement des médias, hein, on a parlé des milliardaires qui possèdent des titres et des aides publiques du gouvernement chaque année, qui distribuent l'an dernier, je crois que c'était 80 millions d'euros quand même, hein, c'est pas tout à fait rien, plus le plan d'urgence, un demi-milliard d'euros, hein, le plan d'urgence sanitaire pour les journalistes, un demi-milliard d'euros hein, pour les caisses des médias. Évidemment, ça crée quelques petits liens quand même. Hein, voilà. Mais le dernier truc qu'il faut signaler, qui est important, c'est l'arrivée des géants du numérique dans le fonctionnement et le financement des médias. En particulier, évidemment, les deux méga géants que sont Google et Apple. Et tous les autres dont ils sont propriétaires. Hein. Google est le propriétaire de YouTube, les applications, Amazon est propriétaire d'Instagram, etc. etc. Pas Amazon, pardon, Facebook. Et ces géants du numérique, Google et Facebook, ont en particulier œuvré pour renforcer et financer les rubriques de fact-checking dont nous parlions dans les journaux. Voilà. La rubrique de fact-checking du journal Le Monde, hein, qui subit une des pires bérésinas, hein, je le montre dans l'article, hein, je veux dire, waouh, ce que Le Monde était et ce qu'il est devenu. Je fais partie, on est nombreux, je peux vous dire, hein, notamment dans mes collègues universitaires, on est très nombreux hein, à être juste atterrés hein, de ce qu'était, quand on était étudiant, c'était notre journal de référence pour lire justement autre chose que la propagande du gouvernement. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on lit des articles, c'est quasiment le service de presse du gouvernement, quoi. Hein. C'est un truc de malade, si je peux me permettre l'expression. Hein. Franchement, ça fait quelque chose à quelqu'un qui, je répète, hein, lisait Le Monde étudiant pour précisément avoir autre chose que ça. Hein. C'est un choc. Hein. Bon. La rubrique des décodeurs du monde est financée par Google. La rubrique de fact-checker de Libération était financée jusqu'à il y a peu de temps par Facebook. Et dans la presse quotidienne bon, des radios, tout le monde maintenant a fait sa rubrique. Bon, voilà. Donc ça, c'est un autre truc très important hein, que ces géants du numérique font pas pour les comment dire, pas de manière philanthropique. Hein. Ils font ça bien sûr parce que tout leur modèle économique est basé sur les recettes publicitaires et que c'est le partage de ces recettes générées par ces productions numériques qui les rend floues. Et au passage, ils en donnent un petit peu à ces médias qui permettent de faire vivre ces rubriques. Et ça, donc, vous voyez, ça fait partie de ce qui est arrivé donc avec le numérique. Ça fait partie de ce qui est arrivé avec le fact-checking. Et ça joue un très grand rôle également aujourd'hui dans la censure. Car je ne sais pas si vous, Rémi, avez été concerné, mais je peux vous dire que je connais beaucoup d'autres youtubeurs et animateurs de pages Facebook, ce qui n'est pas mon cas, ni l'un ni l'autre, qui ont été purement et simplement censurés depuis le début de la crise sanitaire, pour des raisons qui sont très claires, hein, que d'ailleurs Facebook comme Google mettent en ligne, YouTube, etc. Il suffit d'aller voir les règles de confidentialité, les règles de, YouTube appelle ça les règles de la communauté, je crois. Voilà. Et autrefois, c'était des aspects sécuritaires hein, qui permettaient de censurer lorsqu'il y avait des incitations à la haine, au racisme, des choses comme ça. Bref, les enjeux sécuritaires. Et ben, vous avez vu apparaître je crois que sur YouTube, c'est en mai 2020, un nouveau motif de censure qui sont règles sanitaires liées au Covid-19. Et quand vous cliquez dessus, vous allez voir le contenu. On vous explique que tout message qui n'est pas conforme à ce qu'a dit l'OMS, ou ce que YouTube croit, ou à une époque a dit, parce que ça change en fait, hein, ce que dit l'OMS. Mais voilà, ça change même beaucoup sur certains sujets. Mais donc tout ce qui est contraire à l'OMS sera censuré. Et ça aussi, c'est quand même un énorme souci dans la mesure où ces outils numériques ont pris une place démesurée, non seulement dans nos vies individuelles, dans nos vies professionnelles. Je ne sais pas si vous considérez que votre activité de youtubeur est professionnelle ou pas, mais ça a pris une place très importante, et dans toute la presse, donc, dans toute la presse. Or, derrière ça, il ne faut jamais oublier ce que sont ces entreprises, qui elles sont, le droit qu'elles se sont donné elles-mêmes de juger de ce qui est vrai, ce qui est faux, etc., etc., et le rôle extrêmement important que ça joue dans ce qui est donné comme autorisé à penser ou pas autorisé à penser.
Et forcément, à travers tout ce que vous nous dites et qui est extrêmement intéressant, et je le redis, hein, allez, chers spectateurs, allez lire l'article de Laurent Micheli et les autres articles que vous avez publiés sur votre blog Mediapart, entre autres. Mais le cas le plus à la fois symbolique et symptomatique de tout ce que vous dites, c'est le cas du professeur Raoult, qui, en quelques mois, est passé d'une référence absolue dans son domaine de compétences à quelqu'un qui presque aurait eu son diplôme dans un Kinder Surprise. Et on a eu un discours médiatique qui ne visait qu'à déboulonner la statue, parce que c'est à la mode maintenant, sans jamais se pencher sur le travail scientifique, sur la démarche scientifique. Et vous, ce cas-là, comment vous l'avez vécu, effectivement, comment vous avez traversé tout ce discours médiatique qui, au départ, était intéressant. Et dans le papier, je ne me rappelle plus, mais vous citez un journaliste de Marianne, je ne me rappelle plus le nom exact, un journaliste de Marianne qui a, lui, fait des articles cohérents sur justement le travail scientifique du professeur Raoult, mais qui a été un petit peu le dernier des Mohicans dans cette affaire-là. Alors, d'abord, vous avez tout à fait raison, c'est le moment de dire que il reste des exceptions dans les médias qui correspondent à ce qu'est le travail journalistique. Et à la fin de mon article, je dis ça n'est pas que de la critique générale qui ne fait que critiquer. Je dis aussi à la fin, regardez, quand certains journalistes font ce qu'est le vrai boulot de journaliste, ben c'est super intéressant. Et je donne 3 exemples. Le premier, c'est celui que vous venez de dire, ce sont les articles de Étienne Campion dans Marianne, qui si je devais résumer les choses, je dirais ça. Les rigolos du fact-checking dont on parlait juste avant, hein, sont des gens qui aujourd'hui prétendent trancher des controverses scientifiques. C'est juste dingue. C'est pour ça que je me permets de dire, et je répète, ce sont des rigolos. Depuis quand est-ce que les journalistes peuvent même croire, hein, que leur job, c'est de trancher à la place des scientifiques les controverses scientifiques? C'est une blague. On peut Ok. parler de syndrome Patrick Cohen, parce que c'est lui le symbole notamment de ça, de cette Et position. oui, et oui, voilà. Sauf que moi, j'attends de mon boulanger qu'il me fasse du bon pain, des bons croissants. Voilà. Et lui attend que je fasse mon métier de chercheur. Voilà. Mais il faut pas confondre les choses. Donc non, les journalistes, quels qu'ils soient, et aussi starlets qu'ils soient, ne sont pas habilités à trancher les controverses scientifiques. Leur boulot, par contre, ce serait de permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux d'une controverse scientifique. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Il y en a un qui a fait ça, Étienne Campion, dans Marianne, qui va tout simplement chercher des informations qui sont pas très dures à trouver, qui sont souvent publiques. Hein. Je veux dire, les haines qu'il y a entre les grands pontes parisiens et certains provinciaux, la haine qu'il y avait entre les directeurs des IHU, en particulier celui de Marseille, parce qu'il y a 7 IHU en France, en particulier celui de Marseille, et puis le directeur de l'INSERM, d'ancien directeur de l'INSERM, parce que pourquoi? Parce que quelque part ça lui prenait du budget. Or l'ancien directeur de l'INSERM, il se trouve que c'est le mari de Madame Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Voilà, juste ces choses en fait sont publiques, on les trouve si on les cherche sur Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un travail incroyable en sous-marin pendant des mois, hein, du tout. Bon, donc il faut éclairer les enjeux d'une controverse en montrant la partie cachée, mais pas prétendre résoudre la controverse. Voilà, ces gens sont des gens incroyablement prétentieux et stupides en réalité. Bon. Donc il y a ça, mais je parle aussi du cas de cette rubricarde de Nice Matin, petit journal de la presse quotidienne régionale, qui s'appelle Nancy Catan. Nancy Catan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient la rubrique santé, elle est en permanence en contact avec les hôpitaux depuis le début de la crise, et donc du coup, elle peut voir sur le terrain si ce qui se passe dans les hôpitaux niçois, eh ben, ça correspond à ce que raconte tous les soirs à la télévision Monsieur Salomon ou Monsieur Véran ou Monsieur Duchemol. Et puis elle s'aperçoit que des fois, ça colle pas en fait. Hein. Même des fois, ça colle même pas entre les hôpitaux et l'agence régionale de santé. Ah bon? Tiens. Notamment sur les remontées de chiffres. Ah bon? Par exemple, sur la question dont on classe les morts Covid. Tiens, super intéressant. C'est la seule qui a fait ça. La seule. Qui fait remonter que sur un hôpital niçois, on a repris tous les dossiers des morts Covid et on regarde s'ils sont vraiment morts du Covid en fait. Si le coup de tampon qui a été mis, ou s'ils sont déjà en fait. Je vous prends un exemple très concret. Une personne de 80 ans qui arrive à l'hôpital en stade terminal de cancer, du poumon, du pancréas, de ce que vous voulez. Au dernier moment, comme une maladie nosocomiale, elle va choper le Covid et puis elle est morte de quoi? Elle est morte du Covid qu'elle a pris au dernier moment ou elle est morte du cancer en phase terminale pour lequel elle est arrivée en urgence? Eh ben,
il semblerait que systématiquement, quand elle a chopé le Covid en plus, on l'a classé Covid comme mort. Et pas bon. Voilà. Donc, est-ce que c'est rien? Est-ce que ça pèse beaucoup? Quand on reprend l'étude qu'elle fait à partir de l'hôpital de Nice, on s'aperçoit qu'il y a entre 30 et 40% des morts Covid qui sont en fait des gens qui ne sont pas fondamentalement morts du Covid. Ils sont morts éventuellement avec le Covid, mais pas de la Covid ou du coronavirus. C'est quand même des questions assez intéressantes, ça. C'est la seule. Et puis, je prends un troisième exemple, qui est celui du journaliste d'investigation qui fait une enquête. Bon. Brice Perrier, j'ai une mauvaise mémoire des noms en général, là c'est assez récent donc je m'en sors encore, mon Alzheimer est pas bien. Brice Perrier, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il fait c'est un pigiste, c'est pas un grand reporter. Comme on verra tout à l'heure, on parlera des deux grands reporters du monde. Je mets plein de guillemets quoi, tellement c'est hallucinant, de lamentable. Lui, il est pigiste, le gars, ok? Donc assez frais, et assez risques et périls. Il s'engage dans une enquête sur l'origine du virus. Vous savez, le truc que, soi-disant, on nous disait pendant plus d'une année, oh, c'est un truc de complotiste, ça, hein. Comment? Vous croyez pas que c'est une chauve-souris qui a fait caca sur un pangolin et que ça a donné, qu'il pourrait y avoir autre chose, et qu'on nous cacherait des choses? Oh, vous êtes un complotiste, hein. C'est pas bien du tout, voilà. Euh, sauf que les gens qui étudient la séquence génétique du SARS-CoV-2, ils disent, mais il y a un endroit là, dans cette séquence génétique, ce truc-là, il ne devrait pas s'y trouver, hein. Il n'est pas naturel. Voilà. Il a été modifié par une intervention humaine. Et être complotiste, ça serait dire, oui, bien sûr, c'est parce que derrière tout ça, il y a un grand complot pour que nous soyons tous très malades. Ça, c'est le complot. Mais par contre, se dire, il y a des laboratoires où on manipule en permanence les virus et leurs gènes et où on les trafique, notamment pour des bonnes intentions au départ, notamment parce qu'on cherche à faire des vaccins, hein, et que dans ces laboratoires de haute sécurité où on fait ce genre de manipulation génétique, il peut y avoir comme partout des accidents. Et quand on se documente un petit peu, on s'aperçoit qu'il y en a eu tout au long de l'histoire, qu'il se passe quasiment pas une année sans que dans tel ou tel laboratoire P3 ou P4 dans le monde, il y ait un accident, bien sûr, avec des protocoles de sécurité draconiens, machin, mais bon, voilà, parce qu'il y a un animal qui va vous mordre, parce que vous n'avez pas complètement désinfecté la botte droite de votre tenue, machin, bon, voilà. Il fait cette enquête, et bon, j'en dis pas plus, les gens liront l'article, effectivement, mais du coup, le résultat, là aussi, waouh! Donc en fait, oui, c'est une vraie bonne question. Tout ça peut procéder effectivement peut-être d'un accident de laboratoire, lequel précisément on n'arrive toujours pas à le savoir parce que les Chinois cachent une partie des choses, et que tout ça est pris par ailleurs dans des enjeux géopolitiques, évidemment. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table plutôt que de rester. Ce qu'on comprend à travers ça aussi, c'est que donc cette bonne vieille partition auquel on assiste depuis 1 an et demi entre la vérité que certains prétendent nous dire et puis le reste qui s'appelle complotisme, ça, c'est la pensée des petits-enfants, hein. C'est le monde divisé en deux, les gentils et les méchants. Voilà. Le blanc, le noir, le vrai, le faux. C'est la pensée des petits-enfants. Le monde est complexe. La réalité des humains, elle est complexe. Et le monde des humains, il est complexe. Donc la vérité, c'est pas blanc ou noir. C'est pas les gentils ou les méchants. Ça, c'est quand mes enfants étaient petits, qu'on regardait un dessin animé, ils me disaient ah, papa, à la fin, c'est les gentils qui vont gagner, j'espère. Hein, voilà. Oui, ça, c'est normal. C'est les petits-enfants qui font ça. Les petits-enfants. Voilà. Mais les grands, ils devraient pas faire ça. Donc il n'y a pas d'un côté la vérité vraie, et puis tout le reste, ce serait le monde des complotistes. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Pardon pour cette longue parenthèse, mais vous me donniez l'occasion de dire qu'il y a aussi encore quelques personnes qui avaient fait leur boulot, et quand elles le font, du coup, c'est super intéressant. Du coup, j'en viens à votre question, que j'ai oubliée depuis, bien sûr. Sur le cas du professeur Raoult, voilà, les attaques ad hominem et notamment, et la plus récente en date, ce livre d'Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin, ou Etchegoin, je sais pas comment ça se prononce, le livre Raoult, une folie française. Ouais. Alors c'est tout à fait typique de ce qui se passe. Partons de là si on veut et puis on va élargir. Partons de ce livre, Raoult, une folie française, que j'ai consulté bien sûr. Hein, donc, moi a priori, enfin j'arrive, voilà 2 personnes que j'ai lues sur d'autres sujets, qui ont un statut de grand reporter dans un journal qui a longtemps été la référence intellectuelle du journalisme en France. Je veux dire, a priori tous les ingrédients sont réunis. Raoult, une folie française, oui, il y a une folie française sur Raoult, c'est sûr.
Donc on se dit, waouh, je vais lire un super bouquin, quoi. Et quand vous l'ouvrez, waouh, la surprise et la désillusion, le truc qui vous tombe des mains. C'est-à-dire, vous avez affaire à quoi? Vous avez affaire d'abord pendant des dizaines et des dizaines de pages à un espèce de récit de la vie de Didier Raoult, raconté en fait par Didier Raoult lui-même. Bonjour l'enquête, hein, dont on sait par ailleurs le personnage comme il aime parler de lui et tout ça. Bref, ça n'a rigoureusement aucun intérêt, hein, avec en plus des petits trucs un peu psy, enfin d'où est-ce que des grands reporters font des espèces de pseudo-psychanalyse de quelqu'un basé sur le récit que lui-même fait de sa vie mise en scène. Enfin, de la bouillie pour chat, franchement, hein, c'est nul et non avenu, c'est incroyable en fait. Et là où on attendait la folie française, c'est-à-dire ce que Raoult a fait à la société. Qui, quoi, comment, ce qu'ont dit les gens, pourquoi ça a clivé, qui était pour et contre et pourquoi et machin et bidule. On a une analyse à la fin du livre qui est d'un niveau de superficialité extrême et totalement frustrant. Parce qu'il aurait fallu en fait analyser systématiquement dans le champ politique, dans le champ médiatique, dans le champ médical, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pas du tout. Voilà. Donc c'est à l'image malheureusement du traitement global de cette chose. Alors si je vous donne ma propre analyse, je dois commencer par par expliquer pourquoi Raoult fondamentalement a créé ce phénomène. Hein. Contrairement à ce que 99% des gens pensent et font, ça n'a rien à voir avec lui. C'est pas le problème en fait. Si on était sérieux, on devrait rien avoir. On devrait se fiche complètement de Didier Raoult en tant que personne, je veux dire. Hein. Or, tout le monde s'acharne sur la personnalité du gars. On s'en fout. Le problème fondamental, c'est le message qu'il délivrait. C'est la stratégie de santé publique qu'il proposait. Or, cette stratégie de santé publique, elle venait contredire frontalement celle qui venait d'être décidée par les principaux gouvernements, pas tous, hein, mais la plupart des gouvernements des pays occidentaux et l'OMS. Raoult, depuis l'OMS et les principaux gouvernements disent on va tout fermer, c'est le confinement, on arrête tout, et c'est ça notre arme principale. Ils iront jusqu'à prétendre que ça sauve les vies, voire des dizaines de milliers de vies, ce qui est faux. Ce qui est faux. J'ai un article dans ma série là-dessus aussi. Hein. Pourquoi les soi-disant, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de morts évitées grâce au confinement, chiffrés à l'unité près par, toujours pareil, hein, les grands savants de médecine qui, ben c'est comme les journalistes, hein, qui sortent jamais de leur bureau. C'est la médecine pour eux c'est des statistiques en fait. Hein. Les malades c'est des unités statistiques, c'est des cases dans un fichier Excel. Pose à un moment donné des soucis, c'est bien, hein, il faut des statisticiens, c'est très bien. Mais quand les statisticiens sont totalement déconnectés de la réalité médicale, là il y a un gros souci par contre. Hein, voilà. Il ne faut pas que des statisticiens et des modélisateurs. Hein. Or, c'est ce qu'on a, malheureusement. Hein. C'est les Ferguson anglais, c'est les Cauchemets et Fontanet français, les gens qui tournent en boucle. Le monde, c'est leur ordinateur, en fait. Hein. Des malades, ils en ont jamais vu de leur vie. Bon. Donc, on ferme tout parce qu'on ne sait pas quoi faire. On panique parce que derrière, on manque de matériel. Et pour cause, hein, service public, machin, choses détruites depuis des années. Et on accepte d'emblée l'idée que la seule chose qui nous sauvera la vie, ce seront des vaccins. Et donc en attendant, on va confiner, déconfiner parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, et on attend le miracle vaccinal. Et quand il arrive, comme c'est le cas aujourd'hui, vous voyez bien, oh, ça y est, c'est le dieu vaccin et c'est la diabolisation de tous ceux qui ne sont pas les adeptes du dieu vaccin. Voilà, c'est ça qui se passe, bien sûr. Mais c'est ce qui était prévu depuis le début. Bon. Or, vous avez un gars qui arrive et qui dit attendez, les gars, enfermer tout le monde en confinant, mais ça s'est jamais vu, hein. C'est pas une stratégie de santé publique, c'est pas vrai, hein. Ce qu'il faut faire, c'est détecter, dépister les malades et les isoler eux pour qu'ils contaminent pas les autres. C'est tout. Mais donc il faut cibler pas la population générale, il faut cibler les gens qui sont contaminés. Ensuite, ceux qui sont contaminés, on les isole et s'ils sont malades, on les soigne. Et on les soigne comment? Ben, on les soigne avec ce qu'on a sous la main et en s'adaptant au fur et à mesure qu'on connaît mieux la maladie et qu'on teste les choses. C'est une approche pragmatique, empirique, de quelqu'un qui est spécialiste en maladies infectieuses accessoirement depuis plusieurs dizaines d'années
et qui a une reconnaissance mondiale pour ça. Le problème de Raoult, c'est ça. C'est que dès le départ, il dit, moi, je vous propose une stratégie globalement différente. Voilà. Donc, il crée un conflit tout de suite, bien sûr. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il a raison sur le fond de la stratégie. C'est pour ça, je l'ai dit dans une vidéo de ma présentation lors du conseil scientifique de l'IHU en octobre 2020, j'ai expliqué ma position, qui n'a rien à voir avec Didier Raoult, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant mars 2020, avant ses premières interventions en février 2020, ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Je connaissais même pas son nom, voilà, c'est clair. Par contre, j'ai compris ce qu'il disait en termes de stratégie de santé publique face à une nouvelle maladie infectieuse. Voilà. Et j'ai pensé et je pense toujours, que c'est la bonne stratégie. Voilà. Mais comme elle contredit ce que j'appelle la doxa, hein, c'est-à-dire le discours officiel tenu par les gens qui ont le pouvoir, hein, il a créé un conflit pour ça. Et le drame, et toute l'histoire est là, c'est que plutôt que de mettre à l'épreuve ces deux stratégies de santé publique, hein, de travailler le fond des choses, les stratégies, de confronter les arguments, les machins, les bidules, eh bien, l'immense majorité des gens, le commun des mortels, les journalistes, les élus, machin, sont tous mis à essayer de répondre à la question, est-ce que Didier Raoult, comme personne, est quelqu'un de intéressant ou pas, crédible ou pas, ce qui était, c'est pas la question, c'est pas la personnalité de Didier Raoult, c'est la pertinence ou pas de sa stratégie de santé publique. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je considère que cette énorme polémique Raoult, qui est même pas finie, hein, il y a encore tous les jours des articles qui sortent, qui sont généralement des articles que je l'ai montré dans l'article, hein, dans mon article je l'ai montré avec beaucoup d'exemples, hein, des articles à charge, systématiquement, sans vérifier les choses. Voilà, on a l'impression que les gens règlent des comptes, veulent abattre une personne. Enfin, c'est atterrant. Comment peut-on se dire journaliste en travaillant comme ça, quoi, hein, bon. Ben voilà, c'est juste que l'erreur de base, c'était qu'il fallait pas s'intéresser à la personne, à ses cheveux, à sa bague, à son bidule, on s'en contrefou. Il fallait s'intéresser à sa stratégie de santé publique. Donc moi je considère que c'est une immense diversion, si vous voulez, toute la polémique Raoult, qui a été traitée d'une manière catastrophique par l'immense majorité de la presse, hein, et qui est logique avec la soumission globale de cette même presse au discours du gouvernement que Raoult contredisait. Et ce qui vient couronner un petit peu et se rejoindre tous les chemins de pensée que vous avez développés depuis tout à l'heure, donc à la fois le rôle des médias, le cas Didier Raoult. Au-dessus de tout ça, on a la question que vous avez évoquée déjà tout à l'heure du complotisme, la question des fake news. On a ces informations et l'exemple effectivement d'un virus échappé de laboratoire ou lié à un accident. On a vu qu'en quelques mois, on est passé de surtout ne parlez pas de ça, c'est un complot, à finalement, il pourrait bien que l'OMS ne conclue pas pour l'instant à cela et que cette piste soit encore envisagée. Comme un citoyen lambda que je suis, que vous êtes, que peut-on penser réellement de cette question du complotisme qui est aujourd'hui mise à peu près toutes les sauces dès qu'une réflexion pose problème, dès qu'une question est soumise sur un aspect qui sort de cette ligne proposée par la doxa, comme vous dites, que peut-on penser réellement de ça, du complotisme, des fake news que vous avez déjà développé sur cette chasse qui est faite aux fake news, mais vraiment sur le complotisme? Ouais. Alors dans mon enquête, hein, qui se déploie donc sur mon blog de Mediapart depuis mars 2020, hein, j'ai écrit déjà presque, je sais plus, peut-être 55 épisodes, hein, 55 articles, alors pas tous aussi gros que celui que vous citiez tout à l'heure, mais souvent quand même très très fourni. Il y en a un entier, hein, que j'ai appelé, pour mettre un peu d'humour, le complotisme pour les nuls. Hein, voilà, donc que vos auditeurs pourront aussi lire, où j'explique ça. Alors le complotisme aujourd'hui, si je devais le dire en une phrase, je dirais c'est devenu le point Godwin, hein, des gens qui croient à la propagande officielle mais qui n'ont pas d'autre argument en fait que leur croyance pour ça. Donc vous développez une argumentation différente. Au bout d'un moment, si on veut vous contredire et si on n'a plus d'arguments, c'est vous êtes complotiste. Voilà. Donc c'est de la rhétorique en fait, hein, c'est une espèce de point Godwin, hein, comme on dit, voilà. Donc ça n'a évidemment aucune forme d'intérêt. Et surtout, ça amalgame deux choses qui sont tout à fait différentes,
je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le redire d'une manière un petit peu différente. Le vrai complotisme, ça existe. Hein. C'est une forme c'est ce qu'on appelait autrefois la pensée magique, hein, en ethnologie. C'est-à-dire, c'est la plupart des sociétés humaines anciennes fonctionnaient avec avec des raisonnements magiques consistant à penser que, si vous voulez, il y a deux mondes au fond, hein, il y a deux réalités. Il y a une réalité visible et une réalité invisible. Il y a la réalité visible qui est celle dans laquelle nous vivons, nous nous parlons, nous nous touchons, nous avons des sensations physiques, etc. Et puis il y a une réalité cachée où en fait les vraies forces agissantes sont à l'œuvre et nous manipulent quelque part. Voilà. Et donc la pensée magique consiste à dire, donc nous ne voyons que les conséquences, nous sommes ignorants des vraies forces agissantes. Et dans à peu près toutes les sociétés, il y avait néanmoins certaines personnes qui avaient soi-disant les capacités pour lire, elles, pour comprendre ce qui se passait dans le monde obscur, hein, des forces agissantes, parce qu'elles étaient capables d'interpréter les signes qui étaient envoyés dans le monde sensible que nous connaissons, nous. Hein. Donc il y a tout un tas de personnages magiques ou religieux qui ont joué ce rôle dans les sociétés. Donc oui, ça existe, le complotisme. Des gens qui vont vous dire, derrière tout ça, il y a un grand complot de gens qui se réunissent en secret depuis des années et qui veulent, alors c'est selon, abattre toute l'économie pour faire un grand reset, hein, qui veulent nous transformer tous en cobayes de laboratoire pour nous implanter par la suite des puces qui nous diront de faire ceci ou cela, ou c'est le complot des Indes, des Juifs, des musulmans, des blablabla, blablabla. Ok, ça a toujours existé, ça a toujours existé. Hein, les théories cachées, avant c'était bon, donc les juifs, les francs-maçons, que sais-je, hein, voilà, la cinquième colonne, bon, voilà. Il y a toujours la force cachée, le petit complot qui se prépare, machin, personne ne les voit. Ça, c'est le vrai complotisme. Bon. Ça suppose donc, ça prête une intention à des gens qu'on ne voit pas d'avoir organisé ce qui est en train d'arriver. Sauf qu'aujourd'hui, le mot est totalement dévoyé, parce qu'il n'est plus du tout réservé à ce qu'on vient de dire ici, ce qu'on vient de définir précisément ici. Aujourd'hui, le complotisme est dévoyé dans la pensée dominante, la pensée unique, hein, qui prévaut, pour qualifier toute forme de contradiction, en fait. Exemple qu'on vient de prendre. Vous ne croyez pas à la théorie de la chauve-souris du pangolin, vous êtes complotiste. Vous pensez que, en réalité, le coronavirus n'a pas provoqué l'hécatombe qu'on vous assure, si, c'est horrible, tout le monde va mourir, vous êtes complotiste. Vous ne pensez pas que le vaccin est la solution miracle à tout, vous êtes complotiste, etc., etc. Sur tous les sujets, si vous ne suivez pas la ligne, parce que c'est ça, on vit une époque incroyable où dans un pays qu'on croyait une démocratie avancée comme la France, il y a une ligne, il y a une pensée unique. On n'est pas loin de la Pravda, hein. On n'est pas loin de la Pravda, hein, le fameux journal de l'URSS, hein, la Pravda qui veut dire la vérité en russe. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est dévoyé pour devenir la mise à l'écart de toute chose qui n'est pas conforme à ce qu'il faut penser. Voilà. Parce que tout le monde devrait penser au chemin qu'il faut suivre, bien tracé, tous en rang, deux par deux, tenez-vous par la main, et je veux pas entendre un mot. Donc, ok, ça c'est la discipline militaire, hein, on sait que les dictatures l'aiment beaucoup. Encore une fois, c'est dramatique ce qui se passe en France aujourd'hui de ce point de vue-là. Donc il faut contester absolument le dévoiement de ce mot complotisme pour qu'il devienne une espèce de mot poubelle où on met dedans tout ce qu'on veut pas entendre, en réalité. Tout ce qui vous dérange, du coup, c'est du complotisme. Voilà. Alors que je répète, ça existe, le complotisme ou conspirationnisme, comme on disait avant, hein, ça devrait être réservé aux systèmes théoriques, qui sont en général idéologiques, magiques ou religieux souvent, mais en tout cas aux systèmes théoriques, présupposant que tout ce qui se passe dans la réalité est organisé et prévu en cachette, et souvent depuis longtemps, par des gens que vous ne voyez pas, et que tout ça a un sens, et que tout ça est parfaitement cohérent, etc. Voilà. Quant à moi, évidemment, je n'ai rien d'un complotiste, je suis un chercheur scientifique, c'est tout à fait incompatible. Je n'adhère à aucune idéologie politique ou religieuse, quelle qu'elle soit. Je les ai critiquées tout au long de ma carrière. Hein. Et s'il fallait dire les choses de manière très simple, je crois beaucoup plus à l'explication que donnait Michel Rocard dans une boutade il y a quelques années, feu Michel Rocard il y a quelques années, quand on disait
complotisme, c'est quoi? Et il avait répondu de mémoire à cette phrase qui consiste à dire, avant de chercher des grands complots cachés, faites toujours l'hypothèse de la connerie ou de l'incompétence. Voilà, je pense tout à fait ça. Je pense tout à fait ça, notamment des gens qui nous dirigent. Au moins, c'est dit. Effectivement, là, même sur cette question-là, cher Laurent, tout ce que vous dites est clair. Énormément des débats explosifs, très émotionnels, et qui en plus contribuent à monter les citoyens les uns contre les autres. Et ça, c'est vraiment le piège terrible dans lequel nous ne devons pas C'est tomber. dramatique. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Oui, oui, c'est très important ça. C'est très important. On assiste sur toutes ces questions. Ça relie à ce qu'on disait tout à l'heure dans la première émission sur les formes de violence qui sont liées aux gens qui se mettent à s'embrouiller entre eux parce qu'on les a mis les uns contre les autres, en fait, hein. Et là, ce qui se passe avec cette histoire de passe sanitaire et la discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés, c'est scandaleux. Et c'est une façon de mettre en tension la société et de dresser les gens les uns contre les autres. C'est pas la première fois. C'est une des pires méthodes politiques que je connaisse. Espérons quand même que dans tout ça, l'espoir soit encore un petit peu là. En tout cas, avec toutes les pistes de réflexion, voilà, tous les éléments que vous nous avez donnés, c'était un plaisir de vous avoir, cher Laurent Mucchielli. Nous arrivons au terme de ce deuxième volet de notre échange. Vraiment un immense merci d'avoir accepté de participer à ce débat du jour sur Juste Milieu. Vraiment, c'était formidable. C'est précisément la ligne Juste Milieu, voilà, de recevoir des personnalités médiatiques, politiques, scientifiques, de tous les milieux, de tous les domaines, pour réfléchir ensemble. Chacun a ses convictions, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je vous laisse le mot de la fin pour les spectateurs de Juste Milieu, cher Laurent. Bah, la moindre des choses, c'est de vous retourner le compliment. Voilà. Donc vraiment, hein, on l'a pas répété avant, hein, c'est très spontané et à l'image de ce que je suis, je crois que ça se voit, hein, je ne triche en rien. Et donc je vous dirais juste également de manière très spontanée, on trouve de tout à boire et à manger sur les réseaux sociaux et sur YouTube, dans les choses qui sont vraiment que moi je trouve très très chouettes, sur le fond comme sur la forme, parce que j'aime bien aussi votre forme d'humour. Il y a votre chaîne, donc j'étais très content que vous m'ayez invité. J'y suis venu avec grand plaisir. J'y reviendrai si l'occasion se présente avec plaisir et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, nous allons nous quitter sur ces belles notes. Voilà, c'est important. Gardons espoir, chers amis. Gardons espoir. Toujours vive la rigolade, ça c'est important. En attendant, n'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos Juste Milieu, les débats déjà qui ont eu lieu, ceux qui vont venir. Il y en a plein. On va se régaler. Merci à tous d'avoir été là. Prenez soin de vous. À très bientôt.